Bonjour à toutes et à tous, pardon. Bienvenue sur Kwesi pour ce premier temps de parole consacré à Tonton Jacques. Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toute la population de Mayotte. Merci d'être venu sur ce plateau. On a plein de questions à vous poser, vous vous en doutez. Mais avant, mais vous étiez où? On ne vous voit plus, Jacques Martial Henry. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez disparu des écrans. Radar. Parfois, il faut savoir écouter les autres. Pour, comme le dit Lionel Jospin, Ouais. savoir s'arrêter pour se regarder marcher. Ouais. Et c'est ce que vous faites en ce moment? C'est ce que je fais en ce moment. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une remise en question, une remise en cause de ce que vous êtes, de ce que vous avez été? Je crois Des erreurs qui ont pu être faites par le passé? Non, je crois que les gens ne me connaissent pas vraiment. Ouais. Il n'y a que les gens avec qui on a vécu à Passamaïti, à l'école coranique, à l'école publique, proches, qui me quoi. connaissent, des proches. Mais en réalité, les gens ne connaissent pas ma vie, ne me connaissent pas vraiment. Donc, je dois connaître vraiment aussi les gens pour qu'eux aussi, ils puissent très bien me connaître. C'est ce que je suis en train de faire et de vivre. Oui. Alors évidemment, on va évoquer l'actualité avec vous. On va parler de l'affaire Ouambouchou, de l'opération Ouambouchou. Votre avis nous intéresse, ça intéresse tout le monde, hein, forcément. Tous les avis sont entendables sur cette antenne, en tout cas. Mais d'abord, je sais qu'il y a un point d'actualité qui vous a marqué, choqué, voire bouleversé. C'est le décès de cette petite fille de 8 ans dont on a eu, on peut le voir dans France Mayotte Matin, dont on a eu les résultats d'autopsie hier par le procureur. Cette petite fille n'a pas été violée, mais elle est décédée dans d'atroces souffrances et l'auteur des faits est déjà en prison à Majicavo, à la prison de Majicavo. Oui. Votre sentiment là-dessus? Oui, ça m'a beaucoup touché et j'adresse toutes mes condoléances à la famille. Et puis surtout qu'on entende qu'on lui a posé une pierre sur la poitrine, ça fait rappeler aussi les châtiments contre Bilal, qui est le premier noir qui s'est islamisé à l'époque du prophète et qu'il a été châtié par son maître en lui posant une grosse pierre sur la poitrine. Il voulait le tuer avec une pierre sur la poitrine et voir que cette fille s'est agonisée avec une pierre sur la poitrine pendant plus de 2 heures. C'est très dramatique. Mais aussi, ça nous interpelle sur les responsabilités des familles. Et c'est là aussi que... Non, mais elle n'avait pas de famille puisqu'elle est venue en Kwassa sans famille. Oui, la famille, c'est-à-dire la famille en juin qui l'ont envoyé à Mayotte et cette famille qui l'a accueilli à Mayotte. Comment une fille de 8 ans dont on dit que elle est venue pour se soigner des blessures au bras et qui va à la rivière pour laver des habits et qui va par la suite à la plage pour les faire sécher. À la télé, la famille dit que pendant 10 minutes, ils ne l'ont pas vu, sont allés le chercher du tout. Parce que ça nous interpelle sur la maltraitance qu'a vécue cette fille. Et c'est là où je soutiens vraiment l'opération Ouambouchou avec beaucoup de conviction. Vous faites le lien entre les deux? Je fais le lien entre les deux parce que c'est une famille en juin qui a envoyé un enfant ici de 8 ans pour se faire soigner, certainement clandestinement, par une famille qui l'a accueilli. Et cette famille qui l'a accueilli n'a pas surveillé cet enfant, l'a laissé aller à la rivière pour laver des habits, et puis après aller à la plage pour le faire sécher. Pendant un bon moment, ils ne l'ont pas vu. Et puis deuxièmement, cette personne qui l'a tué, soi-disant une personne qui a les facultés mentales altérées, c'est aussi quelqu'un qui vient d'Anjouan, qui est en situation irrégulière. On a connu les Kwassa-Kwassa qui amènent que des enfants, des Kwassa-Kwassa qui amènent que des vaches, des Kwassa-Kwassa qui amène que des cabris, des Kwassa-Kwassa qui amènent que des fous, des Kwassa-Kwassa qui amènent des marabouts. C'est très difficile.
Pour vous, il faut aller chercher la responsabilité de la famille qui accueille. Absolument. Il y a pour moi, j'ai été vice-président chargé de l'action sociale et de la santé. Je me suis battu pour la protection des enfants. Et pour moi, je crois clairement qu'il y a eu maltraitance. Cet enfant a subi des maltraitances. Et puis après, défaut de surveillance, jusqu'à ce qu'elle s'est fait assassiner sauvagement. Vous êtes dur parce que on est tous parents et qu'un enfant échappe à notre vigilance quelques minutes, même 10 minutes, à qui c'est pas arrivé, Oui, Jacques? oui, l'enfant ne venait pas de l'école. On peut très bien se dire que l'enfant était allé à l'école, de l'école à la maison où habite sa famille d'accueil. On peut comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Mais là, selon les informations que nous avons vues par voie de presse, l'enfant était allé à la rivière laver des habits. Vous estimez qu'à 8 ans, il n'a pas à faire ça? À 8 ans, il n'a pas à faire ça, surtout quand on dit qu'il avait des blessures au bras. Donc, il n'a pas non plus à aller sur la plage pour faire sécher des linges. Ça veut dire que ça nous interpelle aussi sur ces familles comoriennes à Mayotte qui ne surveillent pas du tout les enfants. Et ça, c'est une réalité. Alors, vous faites le lien entre ça et Wambushu, la transition, elle est toute faite. Ça y est, depuis lundi, le véritable Wambushu a démarré, celui que beaucoup de Mahorais attendaient, c'est-à-dire la destruction des habitations insalubres et le redémarrage des reconduites à la frontière. Est-ce que vous aussi, vous vous réjouissez de ce début de l'opération? Alors, il y a eu toujours de reconduite à la frontière. Oui. Ce n'est pas avec l'opération Wambushu que ça a commencé. Depuis très longtemps, il y a eu ça. Vrai. Moi, je crois que c'est toute la communication. Il y a 20 000 personnes par an à peu près qui sont reconduites. Voilà, la communication qui tourne autour de cette affaire qui fait croire que c'est nouveau. Ce que je regrette, c'est l'absence d'initiative par les maires et le président du conseil général départemental. Ça aurait pu faciliter l'action du préfet parce qu'il n'y a pas eu anticipation. Moi, je crois qu'avant même que les gendarmes viennent ici avec tous ces moyens que l'État a mis en place, il fallait qu'on règle ces problèmes au niveau de la justice. Et la loi Elan de 2018 n'a pas été faite pour lutter contre des bidonvilles ou pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est pour lutter contre l'habitat indigne. En l'absence d'initiative des maires qui sont propriétaires de ces terrains, en l'absence d'initiative du président du conseil départemental qui est propriétaire de ces terrains qui sont occupés à 90%, et le maire, il faut rappeler qu'il est responsable de l'urbanisme dans sa commune, et à l'absence d'initiative de ces deux autorités locales, le préfet utilise la loi Elan qui pose beaucoup de conditions et de contraintes et ça ralentit cette opération. Mais je salue cette action de l'État, les moyens que l'État a mis en place, et que si les maires et le président du conseil général faisaient leur travail, on allait faciliter l'action de l'État pour sécuriser durablement notre île. Là encore, vous êtes un peu dur parce que ce soit Ben Issa, le président du conseil départemental, et le président de l'association des maires, et les maires d'une manière générale, sont tous derrière Wambushu. Aucun maire, c'est juste des discours. Ah ouais? Aucun maire. Il n'y a aucune commune à Mayotte. Aucune. Zéro. Que ça soit l'abattoir, que ça soit Mamoudzou, que ça soit Boueni, que ça soit partout à Kungu, il n'y a aucun maire qui a saisi le tribunal pour demander au juge de prendre une décision d'expulsion des personnes qui ont occupé illégalement des terrains qui leur appartiennent, qui appartiennent aux communes. Ça s'est fait à Mamoudzou? Quand? Je ne sais pas, il me semble. Jamais. On me dit qu'il ne l'a pas fait. Il n'y a jamais eu de recours au tribunal, ni à la mairie de Mamoudzou, ni à la mairie de Kungu, ni à la mairie de l'abattoir, ni par le président du conseil départemental,
pour qu'un terrain occupé illégalement soit libéré. Parce que si les autorités locales avaient saisi le tribunal n'allait pas poser les conditions qu'il a posées par rapport au recours entamé par la préfecture. Malgré tout, vous êtes d'accord et vous soutenez l'opération. Je soutiens l'opération. Est-ce que vous pensez que l'opération Wuambushu, quand elle arrivera à son terme, il y a bien un moment où ça va s'arrêter, juillet, août, septembre, juin, peut-être pas juin, mais juillet, août, septembre. Si ça est-ce que s'arrête, vous pensez que cette opération, c'est la solution salvatrice? C'est la solution. Seulement, il ne peut y avoir des résultats visibles si les maires et le président du conseil départemental ne saisissent pas le tribunal pour que le juge prononce un jugement d'expulsion. Certains nous disent, Jacques, on peut expulser tout le monde, on peut détruire toutes les habitations illégales, on peut chasser la délinquance avec toutes les forces de l'ordre que l'on veut. Si on n'empêche pas les gens de rentrer, ça recommencera derrière. On l'a vu, non, Jacques, on l'a vu à Talus 2, ils sont déjà en train de reconstruire. Oui. Donc, est-ce que c'est vrai? Qui est responsable quand on construit une maison sur ça? C'est le maire. C'est pas le préfet. Le préfet, lui, il fait son travail. Est-ce que le maire fait son travail? Est-ce que le président du conseil général fait son travail? Ils ne foutent rien. C'est eux qui seront la cause de cet échec. C'est tout. S'il y a échec. Si les maires... C'est quand même pas le maire ou le président du conseil départemental qui a la charge de la gestion des frontières, Jacques. Écoutez, c'est une question d'aménagement du territoire. Oui. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de personnes qui viendraient à Mayotte en situation irrégulière. Oui. Mais ils vont repartir tout de suite s'ils n'ont pas d'endroit où habiter. Ah, d'accord. Mais lorsque vous quittez en juin et que vous savez déjà que votre case vous attend dans tel coin de l'île, ça vous incite à venir. Bien sûr. Mais si quelqu'un vient parce qu'il est malade, il vient clandestinement pour se faire soigner, et que si les gens qui habitent sur le territoire ont tous des logements dignes, des logements qui sont normaux, je ne pense pas qu'on allait vivre l'ampleur de cette situation. Je ne dis pas que les gens ne viendraient pas ici en Kwassa, mais les gens viendraient à Kwassa pour soit se soigner ou pour voir quelqu'un et puis ils repartiraient parce que les conditions. Enfin, il y a quand même un problème de visa. Les gens ne vont pas venir juste pour voir quelqu'un et repartir. Non, s'ils ne remplissent pas les conditions de visa, ils seraient tentés à venir. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place un système de visa beaucoup plus fluide du côté des Comores alors? Non, il faut maintenir un visa. Un visa, c'est économique. Oui. Tous les pays qui mettent un visa, c'est pour des raisons économiques. Oui. Tous les pays qui suppriment un visa pour des ressortissants, c'est pour aussi maîtriser l'entrée dans le pays. Non, c'est pour des raisons. Quand vous allez à Dubaï en tant que Français ou Américain, on vous laisse entrer à Dubaï sans problème parce qu'ils savent très bien que c'est pour des raisons économiques. Et pourquoi Dubaï et les Comores qui font partie, par exemple, de la Ligue islamique, pourquoi ils imposent un visa pour les Comoriens qui vont à Dubaï et n'imposent pas de visa pour les Maoris qui vont à Dubaï? Parce que c'est économique. Donc on ne va pas mettre en place un visa juste parce qu'on a envie d'échanger avec Anjoua, Grande Comore et Moélie ou les Malgaches. On met en place un visa parce que si les Anjouanais viennent ici, ils viennent pour nous enrichir. Mais s'ils viennent pour nous appauvrir, on ne peut pas alléger les conditions de visa en leur faveur. Il est 7h25, j'aimerais vous poser une dernière question. Votre vision à vous, qui n'engage que vous, comment vous voyez Mayotte dans les 10 ans à venir? À quoi va ressembler Mayotte? Parce que, pourquoi je vous pose cette question? Parce que quand on discute avec les uns et les autres, beaucoup nous disent « Ah, je ne vois pas l'avenir, ça va être compliqué. » Dans les 10 ans à venir, c'est beaucoup de maires à Majicavo, c'est beaucoup de conseillers généraux à la prison de Majicavo, et quand ils sortiront de Majicavo et qu'ils reprennent leur poste de maire, ils sauront comment il faut gérer une commune.
Pour vous, c'est ça. Mayotte doit passer par c'est sûr. ce pseudo-purgatoire. C'est sûr. La Réunion est passée par là. Oui, c'est vrai. En métropole, tous ces grands... Les Antilles aussi. Oui, c'est passé par là aux Antilles. Donc ici, les élus ne doivent pas se sentir dans une situation d'impunité et à gérer les communes et le conseil général comme s'il s'agissait de leur propre bien. Après, voilà, si on prend le dernier exemple, et on va conclure là-dessus, celui de Bonaïri qui a été condamné, vous avez suivi l'actualité forcément. Ça nous a fait mal au cœur parce que c'est un homme politique qui a de l'aura, donc effectivement il sait parler, il sait de quoi il parle, il a des idées, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est un autre débat, mais il a quelque part sali la classe politique mahoraise. Écoutez, Patrick, moi j'ai été amené au tribunal. Bien sûr, bien sûr. Devant le procureur. Oui. L'affaire est allée jusqu'à un appel, jusqu'à la cour de cassation et tout. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Vous comprenez? Je pense que tous les élus qui commettent des erreurs doivent aller répondre leurs actes devant le juge. Parce que, et je pense aussi, et ça c'est un message adressé au CODIM, le CODIM doit mettre en demeure les maires et le président du conseil général qui ne fait pas son boulot, qui laisse les gens s'installer dans la commune d'une manière indigne. Et je pense que nous devons saisir le parquet contre tout maire et tout président du conseil général qui cautionnerait ces gens, qui commettrait une faute par omission, qui omettrait d'agir pour éradiquer l'habitat indigne sur son territoire. Merci beaucoup Jacques-Martial Henry d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.